bonjour, bienvenue à cette deuxième conférence du Salon de l'Immobilier Neuf. Je suis Pierre Chevillard, je suis rédacteur en chef du site PAP, du site immoneuf.com. On va parler aujourd'hui du produit, de l'objet logement neuf. Les caractéristiques qui sont très particulières en termes de performance énergétique, d'architecture, de confort. Voilà, c'est un produit qui est... C'est un peu banal de dire comme ça, un peu différent par rapport à l'ancien, mais par rapport à ce que vous pourriez acheter, c'est important de faire le point justement sur ces différentes caractéristiques, et puis aussi sur les dernières évolutions, parce qu'on a beaucoup parlé de logement post-Covid, de nouveaux besoins, donc c'est l'occasion aussi de voir si ces besoins existent réellement, et s'ils existent, comment les promoteurs répondent à cette demande, et puis aussi comment ils innovent, comment ils vont au-devant des envies d'habiter. On sait aujourd'hui que les familles sont... on peut avoir des familles décomposées, des célibataires. On sait que les parcours de vie sont beaucoup moins linéaires qu'avant. Donc pour ça, il faut que les logements puissent s'adapter. Alors pour en parler, nous avons deux promoteurs spécialistes de ces questions-là. Donc Benoît Violet, qui travaille pour la société Lamotte. Benoît, vous occupez quelle fonction chez Lamotte? Je suis directeur opérationnel Île-de-France. D'accord. Donc vous êtes actif sur la région parisienne exclusivement. Exclusivement la région parisienne. D'accord, et donc sur des communes plus denses, avec là aussi des règles, des contraintes architecturales qui donnent une partie de la spécificité des logements neufs. Exactement, on a aussi bien des opérations dans le 92 que dans le 93, et on va dire première couronne à énième couronne. Ouais, donc avec nous, nous avons Sébastien Daniel qui travaille pour Spirit. Alors, vous faites quoi chez Spirit, Sébastien? Alors, je suis directeur Île-de-France chez Spirit, donc ce qui occupe à la fois le développement des opérations, ainsi que leur montage, les permis de construire, et jusqu'à la phase de réalisation technique, puisqu'on a aussi des équipes de maîtrise d'œuvre internes, donc en termes de conception, des ingénieurs qui nous accompagnent, et également, chers collaborateurs sur les chantiers, tous les jours, par tous les temps. Merci. Et donc, comme cette conférence est d'abord la vôtre, je vais poser une série de questions aux promoteurs qui sont avec nous, et puis ensuite un micro circulera parmi vous, un micro qui sera à chaque fois évidemment désinfecté. Et vous pourrez poser toutes les questions que vous jugez nécessaires. Benoît Violet, on parle souvent des atouts du neuf. Est-ce qu'en quelques mots, vous pouvez nous les rappeler sur ce qu'on est, comment dire, susceptible d'acheter aujourd'hui? On achète quoi en termes de confort, de performance, d'architecture? Les atouts du neuf, moi je dirais, c'est du vrai confort. Et spontanément, je voudrais partager avec vous une expérience personnelle. Je m'étais toujours dit, jamais je n'achèterai dans le neuf, parce que j'aurais l'impression de vivre au bureau. En fait, on a vécu 25 ans dans l'ancien. Depuis 2 mois, on habite dans du neuf, une VFA. Et là, c'est le bonheur à l'état pur. Il y a enfin de la pression quand on prend notre douche. On a enfin une isolation thermique qui fonctionne. On a enfin une VMC. On a un bien-être idéal. Et des économies d'énergie aussi, vous avez eu le temps de mesurer, parce que, bon, évidemment, il y a une qualité de construction qui n'est pas forcément la même que les immeubles des années 60, des années 30. Alors, pour l'instant, à titre personnel, je n'ai pas de retour d'expérience par rapport à ça. Oui, ça fait que récent, 2 mois qu'on y est. Après, nous, on a cette expérience-là avec nos acquéreurs. Et je pense qu'on parlera tout à l'heure de la réglementation thermique qui a évolué. Mais là, effectivement, on est dans un sujet où on a dans le neuf des bâtiments qui sont complètement isolés, et c'est l'enveloppe globale du bâtiment, façade, toiture et le plancher bas du rez-de-chaussée complètement isolé. Mais ce n'est pas qu'une performance. Il y a aussi un plan, il y a des baies vitrées, tous les éléments de confort. Alors, l'autre expérience que je peux partager, c'est effectivement, dans le cadre de cette acquisition dans le neuf, on a pu, se faire un produit sur mesure. On a pu effectivement adapter sur plan l'ensemble du cloisonnement, la répartition des pièces, et aussi choisir complètement nos matériaux, et finalement tout ça sans incidence financière par rapport à un logement ancien. Merci. Alors, Sébastien Daniel, comment est-ce qu'on fait? Parce qu'on a ce confort, cette performance, mais l'envers du décor, comment est-ce que ça se passe? Alors, l'envers du décor, c'est une question intéressante, parce que c'est effectivement, ça commence tout de suite dès la conception, dès les premières esquisses, je dirais, du projet.
On réfléchit notamment à la trame du bâtiment. La trame du bâtiment, ça va être son épaisseur. On va essayer au maximum de maximiser justement les orientations, les polyorientations, c'est-à-dire qu'on va éviter les logements mono-orientés. On va plutôt privilégier des logements qui sont traversants pour deux raisons. La première, c'est l'ensoleillement, c'est-à-dire de profiter d'un ensoleillement qui soit continu dans la journée. Donc c'est une conception, ce qu'on appelle un peu pompeusement héliotropique, on suit la course du soleil. Ça, c'est la première des choses, pour profiter de ces apports solaires gratuits. La deuxième, c'est aussi pour des questions de ventilation. On en parle moins, sans doute, mais une ventilation, quand elle est naturelle dans un logement, et on s'en rend compte malheureusement avec le réchauffement climatique qui est absolument inéluctable, on s'inspire aussi de ce qui se fait de façon assez ancestrale d'ailleurs, pour pouvoir ventiler naturellement les logements. Donc ça, ce sont les premières choses auxquelles il faut penser en fonction de la parcelle. Quand on commence à dessiner les plans, ça c'est quelque chose de très important. Après, évidemment, on pourra développer, si vous voulez, par la suite, sur l'intérieur du logement, ses qualités intrinsèques, à la fois le confort et la praticité des logements. Alors justement, qu'est-ce qui a changé ces dernières années? Sans rentrer dans les changements après la crise Covid, mais si on voit par exemple des immeubles assez standardisés qu'on pouvait faire il y a 20, 30 ans, par rapport à ces immeubles-là aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé dans les opérations que vous vendez actuellement? Il y a deux items principaux qui ont changé. Premier item, c'est l'épaisseur du bâtiment. En fait, avant, on faisait des bâtiments extrêmement profonds. Maintenant, on réduit cette épaisseur de bâtiment pour essayer d'avoir au maximum des logements à double orientation. Donc, il nous reste toujours des logements mono-orientés pour les petites typologies. Ça, malheureusement, le monde idéal n'existe pas. Mais effectivement, je reviens sur ce que vous disiez. Voilà, avoir une ventilation naturelle dans les logements. Et le deuxième item fort qui a changé, c'est au niveau des espaces extérieurs. Maintenant, faire un logement sans un balcon, sans une loggia, sans une terrasse, c'est impossible. Et on essaie d'avoir des profondeurs de balcon, de loggia de 1,50 m à minima pour que ce soit une véritable pièce en plus et non pas une sorte de fumoir déguisé. Et c'est toujours possible de faire ça? Alors, ce n'est pas toujours possible parce qu'effectivement, quand on est dans des fonciers qui sont contraints en centre-ville, on n'y arrive pas toujours, mais on arrive quand même à pouvoir faire des retraits au niveau des façades pour pouvoir aménager ces espaces extérieurs. Et quand vous avez des immeubles qui n'ont pas ces espaces extérieurs, ça peut arriver, c'est vraiment beaucoup plus dur à vendre aujourd'hui? C'est beaucoup plus dur à vendre. On arrive à les vendre, mais on met beaucoup de temps à les vendre. Donc pour nous, ce n'est pas intéressant car c'est une question de frais financiers. En fait, on porte l'opération beaucoup plus longtemps. Et plus précisément sur ce que la pandémie a changé, on parlait des espaces extérieurs, des aérations, ça a changé autre chose. Ne serait-ce que les demandes de vos clients quand ils viennent vous voir, est-ce que vous avez vu des évolutions dans leurs besoins, leurs désirs? Alors, je vous rejoins tout à fait sur les espaces extérieurs. La crise sanitaire n'a fait que révéler ce besoin d'espace extérieur pour tous les logements. C'est une évidence, je suis complètement d'accord avec ça. Ça peut aussi être d'ailleurs des espaces partagés au sein de la copropriété, qui sont mutualisés, ne serait-ce que pour pouvoir prendre l'air, changer de cadre. Donc ça a été effectivement un des premiers enseignements du Covid, et maintenant c'est quelque chose qui est complètement acquis. Le deuxième enseignement du Covid, il a été évidemment lié au recours massif du télétravail, donc qui a changé nos habitudes de vie, notre rapport entre le bureau et l'habitat, et cette porosité justement entre ces deux mondes doit aussi être gérée par l'intermédiaire du logement. Alors pour cela, il faut évidemment, et maintenant c'est nos réflexions systématiques, et ça a changé vraiment en très peu de temps, c'est ça qui est intéressant, sur des espaces de bureau pour tous les logements. Alors selon la taille du logement, effectivement, on ne fait pas les mêmes choses, mais ça peut prendre la forme d'une alcôve, par exemple, sur une mezzanine également dans le cas de duplex, ou également aussi d'être assez ingénieux pour que les espaces de circulation qui étaient autrefois délaissés, qui étaient simplement des espaces pour aller d'une pièce à l'autre, soient utilisés, auxquels on donne une fonction. Donc la modularité prend aussi tout ce sens dans cette réflexion-là.
aujourd'hui, il faut pouvoir travailler chez soi et pour travailler effectivement dans de bonnes conditions et dans des conditions ergonomiques et de concentration. Et est-ce qu'on voit aussi, par exemple, le mot est un peu barbare, mais des espaces de coworking dans les immeubles d'habitation, par exemple Effectivement, d'ailleurs, c'est ce que l'on installe aussi. On travaille avec des opérateurs qui sont spécialisés. Il y a des très grands opérateurs bien connus d'actionnariat américain, donc ceux-là on les voit, mais il y a aussi maintenant beaucoup d'entreprises qui sont plutôt des startups qui viennent s'insérer dans ces pieds d'immeubles-là. Et l'intérêt aussi, c'est justement que ce soit géré de l'extérieur par des professionnels qui le font. Ce n'est pas la copro qui va gérer l'espace de coworking, sinon ça va être un espace délaissé. Par exemple, en travaillant aussi avec des tarifs préférentiels pour les acquéreurs, ce qui permet effectivement de pouvoir créer justement cette porosité, cette double fonction aussi, de pouvoir travailler pas loin de chez soi si on rentre plus tôt parce qu'on avait un rendez-vous ou que sais-je. Et du coup, le bureau reste le bureau et le logement reste le logement. Pour ceux qui veulent vraiment bien séparer. J'ajouterais quand même une petite chose aussi à l'intérieur du logement, et ça c'est vraiment fondamental pour nous, c'était déjà dans nos réflexions, c'est aussi la place du rangement. Ça a l'air tout bête comme ça quand on le dit, mais quand on fait cohabiter ces deux activités-là entre l'habitation et le travail, il faut aussi pouvoir avoir des espaces de rangement qui sont à la fois suffisamment dimensionnés, suffisamment nombreux, pour pouvoir justement aussi fermer virtuellement la porte du bureau quand on a terminé de bosser et pas avoir ses dossiers, ses papiers. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Donc, on reviendra dessus si vous le souhaitez. Mais effectivement, je trouve que ça, on s'inspire d'ailleurs beaucoup de l'univers de l'automobile qui fait des rangements assez malins. Et donc maintenant, je pense qu'il faut les multiplier. Benoît, vous vouliez ajouter quelque chose ? Exactement. Nous, en complément, on travaille aussi sur les parties communes, tout ce qui est hall, circulation, pour créer en fait des espaces à vivre et des espaces de partage. Donc plus de générosité dans les halls d'entrée, des aménagements spécifiques au niveau des paliers d'étage pour ce lieu de vie et ce lieu de rencontre entre les différents habitants. Et en complément par rapport aux espaces communs, on a lancé une opération à Nanterre, la Forêt des Groux. Alors, 150 logements, tout a été vendu en un mois, ça a été extraordinaire, où on a une salle commune de 100 mètres carrés. Et cette salle commune, on a pris le parti de ne pas la confier à un gestionnaire extérieur, mais de la confier à la copropriété. C'est un essai, on va avoir une expérimentation. Voilà, on a tout mis en place pour que ça fonctionne. Et donc, on a défini dans le règlement de copropriété avec les habitants, parce qu'on les a associés à la rédaction du règlement de copropriété pour qu'ils puissent justement commencer à gérer l'immeuble bien en amont de la livraison et pas se retrouver le jour de la livraison avec un objet à gérer. Donc on a défini des usages d'ores et déjà, donc espace de coworking, espace d'anniversaire, de rencontre, d'assemblée générale de copropriété avec des horaires, et un système de gouvernance pour la gestion de cette salle commune, gouvernance qui ne sera pas assurée par le syndic, mais par une association de copropriétaires. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'on va livrer dans 2 ans, le début de l'expérimentation. Et sur cette opération en complément, nous avons mis en place un sujet de co-conception pour les logements. C'est-à-dire que nous avons dessiné nos logements avec les futurs copropriétaires. Et donc des surfaces de logement adaptées aux moyens financiers, c'est-à-dire ils peuvent acheter un 2 pièces de 43 mètres carrés, mais non pas de 49 mètres carrés. Donc ça a été dessiné de cette manière-là. Ensuite, le 3 pièces à côté de la même manière. Et c'est ce qui nous a permis justement, sur cette opération, à avoir pu commercialiser les 150 logements en un temps record. Techniquement, comment vous faites ? Parce que c'est quand même compliqué. Vous avez un gabarit. Si y a des gens qui peuvent avoir plus de mètres carrés que prévu au départ, comment ça se gère Ça s'appelle un jeu de Tetris extrêmement compliqué, en fait. Ouais. Voilà. Ouais. Après, il faut juste qu'on ait un très bon architecte et qu'on soit effectivement une équipe avec l'architecte. Effectivement, cela n'a pas été simple. Et à la fin, on a dû faire quelques arbitrages parce qu'on ne pouvait pas se retrouver avec 10 mètres carrés. C'est un petit peu contrariant de vendre un studio de 10 mètres carrés. Voilà. Mais on a réussi à aller au bout du raisonnement. Et c'est plus cher quand on procède comme ça ? Alors, ce n'est pas plus cher. C'est même moins cher. Parce qu'en fait, nous, c'est le sujet des frais financiers dont je parlais tout à l'heure. On a un gain assez extraordinaire, donc on a pu répercuter ça en fait sur le prix de vente des appartements. Et cette histoire de salle commune à la copropriété, qui nous génère des frais parce qu'on l'a construit, mais pas de recettes parce qu'on ne la vend pas, ça a permis d'offrir cette salle commune à la copropriété. D'accord.
Et vous développez, vous aussi, ce genre d'opération? Quelles sont les pistes d'innovation que vous explorez dans votre société? Alors, on travaille beaucoup sur des... On n'a pas encore parlé du vert, et ça, je pense que c'est important aussi, de remettre de la verdure dans nos projets immobiliers. Ça a l'air peut-être tout bête, mais ça, pour nous, c'est quelque chose qui est essentiel. Donc, on privilégie sur certaines opérations, encore faut-il qu'il y ait une taille critique d'opération qui le permette, hein, évidemment, mais de pouvoir offrir des espaces partagés, qui peuvent être par exemple des potagers dans les jardins, c'est ce que l'on fait typiquement à Villepinte sur une opération, des terrasses également qui puissent être partagées, ou même on peut faire de l'agriculture urbaine. Nous, on préfère s'associer effectivement avec des gens dont c'est le métier pour le coup, parce que là, le gérer par la copropriété, ça peut avoir des spécificités techniques un peu particulières, mais on considère aussi que ça devient des lieux de rencontre, ça devient des lieux aussi de sociabilisation. Des choses que l'on pratique aussi, c'est au choix des acquéreurs dans nos résidences, c'est aussi de définir effectivement la destination de certains espaces communs. Ça peut être un atelier de réparation pour les vélos, parce que quand on est dans du collectif, on n'a pas forcément la place ou envie de bricoler dans son appartement. Donc effectivement, tous ces lieux, tous ces espaces de sociabilisation, pour nous, ils sont privilégiés. Oui, parce que c'est vrai que quand on est en ville, dans les appartements, après tous les voisins, on ne les connaît pas forcément. On est un petit peu isolé tout en vivant ensemble. Exactement. C'est effectivement par rapport à la crise du Covid, il y a ce sujet d'espace extérieur, mais il y a aussi ce sujet du bien-être et du bien vivre ensemble, en fait. Et c'est ce qu'on a pu constater, parce que quand on était tous bloqués dans nos collectifs, dans nos immeubles, dans nos appartements enfermés, effectivement, la seule manière de rencontrer des gens, c'était d'aller voir les voisins. Et effectivement, de pouvoir créer des halls d'entrée généreux avec du mobilier, un partage de livres, des porches, quand c'est possible, sur les opérations qui puissent être un lieu de rencontre, c'est devenu maintenant essentiel et déterminant. Et en matière d'architecture, qu'est-ce qui a changé, est-ce que c'est un sujet qui intéresse aux acquéreurs? Si c'est simplement une unité d'habitation, ou est-ce que le style de l'immeuble, c'est quelque chose qui compte? Je pense que tout acquéreur a sa sensibilité. Il n'y a pas de réponse universelle, à mon sens. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. En revanche, à titre personnel, et je pense que pour nous en tout cas, on essaye de ne pas céder aux effets de mode. On voit beaucoup de productions d'immeubles d'ailleurs qui se ressemblent un peu beaucoup les uns les autres. Je préfère privilégier la contextualisation architecturale, c'est-à-dire d'avoir une réflexion à chaque fois systématique sur l'insertion urbaine, une analyse du site, quelle est l'histoire aussi du lieu dans lequel on va s'insérer, pour le faire de façon harmonieuse. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que vous parliez des acquéreurs, et ça, c'est pour nous le moteur essentiel. Les acquéreurs, si on devait apporter une réponse peut-être un peu générique, je crois qu'ils sont de plus en plus attentifs aussi à la pérennité du bâtiment. Donc ça veut dire que ça doit se traduire sur la façade par une qualité de matériaux, une pérennité de matériaux, et ça, c'est très important. On est sorti un peu des couleurs vives, on est plutôt sur des choses maintenant, on est sur un retour effectivement à des choses plus essentielles, à des matériaux qui vont être la brique, qui vont être la pierre, qui vont être des matériaux où on se dit, c'est mon patrimoine, dans 20 ans, je veux qu'ils soient encore comme on me l'a... Et puis ça doit pouvoir se revendre. Si vous avez des biens qui sont complètement atypiques, c'est compliqué. Exactement. Donc il faut plaire effectivement au plus grand nombre. Moi, je suis plutôt pour une architecture assez sage, assez sobre, qui justement passera les modes sans difficulté. Ça, pour nous, c'est essentiel. Et puis, on fait très attention aussi, même si ça peut sembler un détail, aux détails justement d'exécution, c'est-à-dire des bavettes, des protections, des choses qui font que dans 5 ans, quand je repasse devant mes immeubles, je suis content de repasser devant mes immeubles et qu'il n'y a pas des coulures, ce qu'on appelle les moustaches, typiquement. Ça, c'est très important. Alors ça, les acquéreurs ne le perçoivent pas forcément, mais nous, on y fait très attention parce que c'est notre image après, dans quelques années. Mais ça, on le voit, il y a des immeubles qui sont, après quelques années, qui sont en très mauvais état. Vous, votre approche en matière d'architecture? Alors, je vous rejoins complètement. Effectivement, nous, la première question qu'on se pose en tant que promoteur quand on voit un terrain, c'est quelle est l'histoire de la ville, comment ça a été construit, quelle est l'architecture, l'ambiance de la ville. Voilà, il y a un côté, on n'est pas uniquement promoteur, il y a aussi dans notre métier un côté d'urbaniste en fait. Et les bâtiments que l'on crée doivent s'insérer parfaitement bien dans l'environnement. Par contre, parfois, c'est juste pour la petite blague, et c'est parfois un petit peu compliqué, parce qu'on est aussi face à des élus qui ont quelques désirs, quelques souhaits. Donc on a quelques batailles à mener. Mais surtout n'est pas réussi en matière de logement neuf.
Tout n'est pas réussi. Et effectivement, il y a eu toute une mode en fait ces dernières années dans du contemporain à outrance. À titre personnel, c'est quelque chose. Je suis un peu allergique à ça. Voilà. Donc on a des boîtes. Les proportions sont réussies, mais c'est plus quelque chose, un objet architectural qui est créé en fait. Et effectivement, nous, la Motte, on est effectivement dans le même état d'esprit. Il faut que ce soit intégré à la ville et il faut que ce soit pérenne. Parce qu'effectivement, il y a le sujet de la revente pour futurs acquéreurs, mais à T égale à 0, il y a le sujet de la vente en fait. Voilà. Donc il faut effectivement, alors sans être dans quelque chose de consensuel, sans être dans du pastiche, et c'est tout l'objet aussi de notre travail, c'est de pouvoir interpeller, de mettre de la finesse en fait dans la réalisation et l'architecture de nos bâtiments. Vous avez aussi des normes extrêmement précises à respecter, notamment en termes énergétiques, on va l'aborder. C'est pas un peu contraignant pour l'architecte ou pour un promoteur qui veut insérer le bioclimatique? Peut-être que dans un quartier où il y a beaucoup d'immeubles haussmanniens, c'est compliqué. Alors, la promotion, la construction, la conception d'abord et la construction n'est qu'une adjonction, une somme de normes qui est très importante. Donc ça, c'est... Alors, est-ce que c'est un mal français? J'en sais rien, parce qu'il y a aussi beaucoup de normes européennes qui ont aussi quand même pour objet d'améliorer la qualité du bâti. Et ça, il faut saluer ça. Si on parle de normes et de réglementation, vous avez abordé la réglementation environnementale. Il y a une nouvelle réglementation environnementale qui est sortie au 1er janvier 2022, qui s'appelle la RE 2020. Bon, c'est comme ça, mais en tout cas, elle est applicable depuis le 1er janvier 2022, qui a vraiment fait changer de paradigme les modes de construction. Alors, sans rentrer trop dans le détail, mais effectivement sur des constructions décarbonées et avec une trajectoire, puisqu'il va y avoir des actualisations de cette norme-là dans les prochaines années, 2025-2031. Donc, on a une vraie trajectoire, on sait où on va là-dessus. L'objectif, et vraiment je le salue, il est d'améliorer la qualité de la production. Donc quand on achète dans le neuf, c'est la garantie absolue de bénéficier des dernières normes et des meilleures performances possibles, avec, si je citerai peut-être 2-3 novations de cette réglementation environnementale, je trouve que c'est intéressant. Il y a le B-Bio notamment. Le B-Bio, c'est un coefficient qui va traduire la performance intrinsèque du bâtiment, la performance thermique, c'est-à-dire sans considération du mode de chauffage ou des systèmes qui vont être intégrés, c'est la qualité de l'enveloppe. Parce que pour ne pas consommer beaucoup d'énergie, qui est une dépense absolument contrainte, l'actualité aujourd'hui avec la flambée du prix des matières premières ne fait que le révéler encore plus fort, c'est d'abord de ne pas consommer trop d'énergie. Donc la qualité de l'enveloppe a été renforcée encore plus. Ça, c'est la première des choses. Une deuxième novation, c'est effectivement le traitement des matériaux décarbonés, donc avec effectivement des objectifs qui vont être de plus en plus forts pour pouvoir atteindre ces seuils de décarbonation avec des nouveaux matériaux, alors on va pouvoir en parler, pour pouvoir améliorer aussi à la fois la qualité de vie et aussi d'avoir un confort et des logements sains pour les habitants. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui va dans le bon sens. Donc ce que Sébastien nous explique, c'est que finalement, un programme neuf, c'est un objet qui est écologique, finalement, en termes de performance, de décarbonation. C'est un objet qui devient de plus en plus écologique. Effectivement, on était jusqu'à l'an dernier soumis à la réglementation thermique 2012. Voilà, 2012-2022. Voilà, le législateur a mis un petit peu de temps à passer. C'est compliqué quand même. Voilà. Sans rentrer dans le détail. Exactement. Donc là, on est enfin à la réglementation environnementale 2020 avec différents seuils. On a effectivement, maintenant, on doit se poser la question d'où viennent nos matériaux. Est-ce qu'ils sont propres, en fait? Voilà. Quelle est l'incidence sur le transport des matériaux? Où est-ce qu'ils sont fabriqués? Donc ça pousse aussi les industriels à se mobiliser et à avancer. On va utiliser de plus en plus le bois dans la construction et on va changer aussi, par exemple, au niveau des modes de chauffage. Le gaz va être abandonné de plus en plus, alors ce qui est vu les dernières annonces plutôt favorables et ça va dans le bon sens, et on va arriver de plus en plus, par exemple, à des chaufferies biomasse. Donc ce sont des chaufferies collectives qui seront en fait, dont la matière première pour créer l'énergie, ce sera des résidus de copeaux de bois, de scierie, etc. Et donc il va falloir aussi que l'on invente des circuits courts par rapport à toutes ces alimentations énergétiques. Et ça a un impact sur le prix, là encore, parce que c'est quand même quelque chose qui compte. Plus il y a de normes, plus ça doit être cher, normalement. Alors c'est quelque chose qui nous fait beaucoup transpirer en ce moment. Effectivement, un véritable
véritable impact sur le prix. Ce qui nous fait aussi beaucoup transpirer en ce moment, ce sont les pénuries de matériaux et l'augmentation du coût des matières premières. Même pour nos opérations en cours, il n'y a pas une seule journée où on a une réclamation d'entreprise. Nous, on livre une opération à Antony dans 2 mois. Les derniers mètres carrés de parquet, l'entreprise nous dit si vous voulez les avoir, c'est plus 20%. Ah oui, quand même. Voilà, donc bon, on est pris en otage, mais ça fait partie de notre job. On assume, on a pris un engagement vis-à-vis de nos acquéreurs, donc on déroule jusqu'au bout. Donc, effectivement, il y a une véritable incidence sur le prix. C'est à nous de trouver la bonne méthodologie, de trouver les nouveaux modes constructifs et de pouvoir intégrer tout cela dans nos bilans d'opération. Si je pouvais ajouter un petit mot aussi, c'est que au-delà du prix, de la surenchère effectivement que ça peut avoir, il y a une notion qui est fondamentale à mon sens, c'est qu'on a toujours construit les bâtiments en opposition à leur milieu naturel. En gros, on construisait pour se protéger du vent, de la pluie, du froid. Aujourd'hui, c'est plus ça la réflexion qu'on a, c'est plutôt d'utiliser les événements extérieurs pour pouvoir favoriser l'intérieur du logement. Par exemple, on va utiliser l'air vicié d'un logement qui va préchauffer le réseau d'eau chaude sanitaire. Donc, on se sert de ces éléments-là pour pouvoir faire des économies à terme, avec des systèmes de pompe à chaleur, par exemple, de récupération des eaux de pluie également. Donc, c'est vraiment une inversion des choses et qui permet de le faire sans forcément surenchérir le coût aussi. Voilà, c'est pas l'adjonction de gadgets, entre guillemets, c'est vraiment aussi, dès l'amont, par contre, qu'il faut le penser. Et sur votre production, messieurs, vous faites aussi ce qu'on appelle le logement connecté, des automatismes, la gestion du confort. Enfin, on voit plein de solutions sorties par les industriels du secteur. Et vous, est-ce que vous les appliquez dans vos résidences ? Alors, on applique effectivement ce qu'on peut appeler le logement connecté. Voilà, c'est effectivement pouvoir commander à distance son logement, pouvoir programmer son logement. On a effectivement, avec la nouvelle réglementation environnementale, une véritable économie sur le coût au niveau charge, maintenance, fonctionnement. Mais ça, c'est pour nous quelque chose d'essentiel et déterminant, en fait, de pouvoir contrôler son logement à distance et d'aller au bout du raisonnement dans les économies de charge. Ouais, je suis d'accord, c'est plus du tout de la fiction comme ça pouvait l'être il y a encore quelques années. Aujourd'hui, c'est des solutions qui sont très simples à mettre en place. On propose des packs également. Alors, selon différents niveaux, hein. Ça peut être le pack confort par exemple avec les volets roulants, la régulation du chauffage à distance, ça se fait sur votre smartphone de façon très simple. Ça peut aller jusqu'à des aspects aussi de sécurité, par exemple quand c'est relié à des DAF, c'est-à-dire les détecteurs autonomes de fumée, et que s'il y a le feu chez vous, ça vous prévient sur votre téléphone. Ça va jusque-là, mais c'est pas des choses très complexes à mettre en œuvre, et c'est des choses qui facilitent la vie. Et une des clés aussi de la réussite de ces systèmes-là, c'est l'appropriation par les acquéreurs. Donc pour cela, on ne fait pas que livrer le logement avec ces équipements qui disent papa-maman, ça va au-delà. On missionne aussi des entreprises, ce qu'on appelle un intégrateur, c'est-à-dire quelqu'un qui va venir chez vous après la livraison, quand vous avez été livré et que vous avez votre box Internet qui a été installée, que vous avez choisi votre opérateur, et qui va venir paramétrer justement l'ensemble de ces dispositifs-là, qui va créer des scénarios avec vous, et qui pourra aussi vous procurer une assistance à distance en cas de difficulté, en cas de question. Et ça permet à chacun de se l'approprier, de dédramatiser aussi, parce que ça peut faire peur, alors que finalement après, ça devient un objet du quotidien et une application comme une autre. Ça veut dire aussi que dans ces nouvelles façons d'habiter, il y a des nouvelles façons d'accompagner vos clients. Alors, il y a clairement de nouvelles façons d'accompagner nos clients, et effectivement, en toute sincérité, en tant que promoteur, on avait un petit manque dans l'accompagnement de nos clients. Aujourd'hui, nous, on s'est renforcé en termes d'équipe. Je parlerai tout à l'heure peut-être plus précisément au niveau du management de chantier, mais en amont, en fait, nous, on a des gens au bureau, ce qu'on appelle des chargés de clientèle, qui, dès la signature du contrat de réservation, accompagnent nos acquéreurs pour réfléchir à l'organisation du logement. C'est toujours difficile quand on a sur un bout de papier un plan en 2 dimensions. Il faut pouvoir comprendre. Nous, on connaît par cœur et on arrive à voir en 3D dans notre tête de quelle manière fonctionne le logement quand on est en amont au niveau des plans avec l'architecte. Nos acquéreurs n'arrivent pas à se projeter. Donc nous devons les accompagner, nous devons leur proposer des solutions, et préalablement à ça, nous devons les écouter et les entendre. Comment vivent-ils ? Comment ils se projettent ?
quel sera leur mode de vie en famille ou seul, voilà. Et donc ça, on a effectivement complètement renforcé notre accompagnement. Et cet accompagnement, il est aussi renforcé après la livraison. Parce que donner les clés et partir, c'est très simple. Sauf qu'on sait qu'on le gère pendant 2 ans, 3 ans après. Et donc, nous sommes présents après la livraison. L'acquéreur a du mal à prendre possession de son logement. Un déménagement, c'est un bouleversement monstrueux. Il faut changer les habitudes, il faut retrouver des réflexes, il faut retrouver des points d'ancrage. Donc nous devons accompagner l'acquéreur et nous accompagnons l'acquéreur pour qu'il prenne possession de son logement d'une manière simple et rapide. Vous suivez la même politique, j'imagine? Ah oui, définitivement. D'ailleurs, on essaye dans nos chargés de clientèle d'avoir le même interlocuteur du début à la fin. Ça, c'est quelque chose qui est super parce que quand on est aux livraisons et qu'on a une chargée de clientèle qui reçoit un bouquet de fleurs parce que finalement, c'est une relation qui s'est créée pendant du temps du contrat de réservation, l'acte authentique, la phase de chantier. Donc, c'est une relation qui se crée, qui se noue. Donc, ça, c'est important. C'est important de pouvoir répondre aux questions. C'est important de pouvoir effectivement les anticiper aussi. Finalement, on sait très bien qu'on va avoir grosso modo toujours les mêmes questions. C'est ce qui est normal, parce que d'ailleurs c'est anxiogène d'acheter, que ce soit les appels de fonds, que ce soit les stades d'avancement, les travaux modificatifs acquéreurs. Donc on essaye aussi d'aller au-devant de ces questions-là. Donc on a un espace personnalisé, par exemple, où on a effectivement un grand nombre de réponses déjà qui sont apportées, et puis aussi de communiquer, d'aller au-devant des acquéreurs. Et puis, il faut le dire, ça nous arrive d'être en retard parce que on a des contraintes de chantier, il y a des contraintes exogènes, qu'elles soient climatiques ou techniques. Et ça, il faut savoir communiquer auprès des acquéreurs. Il faut avoir l'honnêteté de dire, là, en fait, on va avoir ce décalage. Il faut savoir l'expliquer, le contextualiser, et prévenir les personnes le plus tôt possible et dire la vérité. Voilà, ça, c'est quelque chose qui est absolument important. Quand on explique, on a beaucoup moins de difficultés.